Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour la première ou pour la deuxième fois déjà, pour certains fidèles que je reconnais d'hier soir. Voilà, vous savez donc pourquoi vous êtes ici. J'espère que vous ne vous êtes pas trompé de salle puisqu'il y a une autre activité. Donc aujourd'hui, on va continuer à parler du fédéralisme belge en particulier, même si, comme Cédric Istas hier, mais dans une bien moindre ampleur, j'essaierai aussi de faire quelques liens avec d'autres cas fédéraux. Mais vraiment, ce sera nettement plus réduit que ce que Cédric a pu faire hier. Alors hier, vous l'avez entendu, si vous étiez ici, Cédric a rappelé qu'il y avait à peu près une trentaine d'États fédéraux que l'on peut considérer en tout cas comme fédéraux dans le monde. Il vous a parlé de pays assez exotiques, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis, des pays qu'on ne connaît pas bien, alors que par contre, Saint-Christophe et Niévès, la Micronésie, les Palaos, tout ça vous connaissiez, donc il s'est moins appesanti dessus. Alors, Cédric a beaucoup insisté dans la première partie de son exposé sur le fait que le fédéralisme résulte généralement d'un processus d'association. Il a rappelé cette devise des États-Unis d'Amérique, « E pluribus unum », de plusieurs un, alors qu'en Belgique, on est dans un processus de dissociation dont il a déjà tracé pas mal de caractéristiques et montré en quoi la Belgique est un processus de dissociation. Ce n'est pas le seul, mais c'est le seul à avoir ses propres caractéristiques, celles qu'il a déjà détaillées hier. Et ce processus de dissociation a pris la forme de 6 réformes institutionnelles. C'est d'ailleurs une des caractéristiques évoquées hier soir. Ça ne s'est pas fait d'un coup, mais en plusieurs étapes. Alors Cédric a eu l'occasion hier de dire que le fédéralisme belge ne résultait pas d'un plan préconçu, qu'il n'y avait pas d'architecte. Alors, je ne suis pas nécessairement du même avis. Je pense que, d'accord, il n'y avait pas d'architecte, mais s'il y en avait eu un, il aurait sans doute ressemblé à ceci. Vous aurez sans doute reconnu numéro bis. Et en gros, voilà ce qu'en Belgique, on a été quand même capable de faire. Vous voyez, avec des machins un peu brinque-ballants comme ça, qui partent dans tous les sens et qui sont tout sauf symétriques. Il vous a déjà invité, je le refais, pour plus d'informations, à consulter le courrier hebdomadaire numéro 2500 que nous avons rédigé ensemble, donc Caroline Séguesser, Vincent Lefebvre, Cédric Istas et moi-même, qui sommes là tous les 4 ce soir. Alors aujourd'hui soir, ce que je vais faire, c'est me focaliser sur quelques aspects. Et donc je vais repasser en quelque sorte l'histoire que Cédric a déjà abordée hier, sous des angles spécifiques. Les querelles linguistiques, les spécificités partisanes et les dynamiques socio-économiques. Parce que ces éléments ont été un tout petit peu abordés déjà hier, un peu en filigrane, mais on va voir aujourd'hui qu'ils sont finalement au cœur de cette construction particulièrement asymétrique qu'est la Belgique fédérale. La Belgique, au début, puisque c'est un phénomène, un processus de dissociation, le fédéralisme belge, à l'origine, la Belgique n'est pas un État fédéral, c'est un État unitaire. Un État qui se présente sous la forme d'une monarchie constitutionnelle, avec une organisation pyramidale, assez simple, assez classique, héritée du modèle français, et qui n'avait pas beaucoup bougé avec le modèle hollandais. On a au sommet de cette pyramide l'État, un gouvernement, un parlement, bicaméral, d'accord, mais un seul parlement quand même. On a en dessous de cela des pouvoirs subordonnés, 9 provinces et quasiment 2500 communes. Le nombre de communes va fluctuer, va augmenter par la suite, avant de connaître une importante réduction au milieu des années 70. C'est une monarchie, mais une monarchie constitutionnelle. Le roi règne, mais ne gouverne pas, selon la formule consacrée. Il y a une constitution considérée comme très libérale pour l'époque, qui fera d'ailleurs des émules ailleurs en Europe. Constitution dont le texte, évidemment,
n'existe qu'en français. Et c'est aussi une constitution qui établit le principe de la séparation des pouvoirs et qui fixe un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. Je ne vais pas tellement revenir là-dessus, mais si cette constitution, si cet État peut être considéré comme assez libéral, à sa fondation en 1830, la Constitution en février 1831, il faut relever dès le départ que c'est un État qui ne connaît qu'une seule langue au niveau de l'usage, de l'appareil étatique. Donc la Constitution ne spécifie pas que le français est la seule langue, mais dans les faits, c'est bien la seule langue qui est en usage à tous les niveaux de l'administration, que ce soit les communes, que ce soit les provinces ou que ce soit l'État, et quel que soit l'endroit, le point du territoire, d'Ostende à Arlon et de Tournai jusqu'à Hasselt, par exemple. Et enfin, outre qu'il y a une langue dominante, il y a aussi assez clairement une classe sociale dominante, et cela s'exprime notamment à travers le droit de vote qui est réservé à une élite. Vous le voyez, sur à peu près 4 millions d'habitants, au début, il y a 1,1% de la population, les plus fortunés, ceux qui payent le cens électoral, un impôt, et impôt qui leur donne accès au droit de vote, des hommes uniquement, et il va falloir attendre longtemps pour que cette proportion que représente le corps électoral par rapport à la population totale augmente. Et encore, vous voyez qu'on est à peu près un quart de la population qui a le droit de vote à la fin du siècle. Je passe ici, ce n'est pas l'objet de mon propos ce soir, mais en 1894, quand on est à 25% à peu près, ce ne sont toujours que des hommes, bien entendu, et c'est dans un système qui est particulièrement inégalitaire, puisque c'est celui du suffrage universel tempéré par le vote plural, selon l'appellation officielle, et donc avec un nombre de voix qui varie d'une personne à l'autre. Il faudra encore une vingtaine d'années pour arriver au principe un homme de sexe masculin, une voix. On a donc cette domination qui est à la fois linguistique et qui est à la fois sociale, économique. Et les deux s'interpénètrent quand même assez largement. Très tôt, on va voir apparaître dans ce jeune État des contestations de cette domination. Elles sont de 3 ordres. Un mouvement flamand va progressivement se dessiner, se constituer, dès les années 1830-1840, mais enfin c'est un processus qui va vraiment s'étendre et se développer avec le 19e siècle, et puis encore par la suite. Un mouvement ouvrier, qui apparaîtra plus tardivement. Il faut d'abord que cette classe ouvrière voit ses rangs grossir, qu'elle se structure, qu'elle s'organise, qu'elle brave un certain nombre d'interdictions légales aussi dans ce processus d'organisation. Et enfin, un mouvement wallon qui, lui, aura plutôt des revendications à caractère régional, même si il y a aussi une dimension culturelle à ce mouvement. Tout comme, on y reviendra, le mouvement flamand aura aussi, certes, des revendications principalement culturelles, mais quand même aussi, dans une certaine mesure, des revendications à caractère économique ou régional. La Belgique, au XIXe siècle, c'est avant tout une mosaïque linguistique. Il y a une seule langue qui est utilisée donc dans l'administration, le français, mais en réalité, il y a beaucoup de langues ou de dialectes qui sont parlés, que ce soit au nord du pays, au centre ou au sud. On n'a pas un wallon, on n'a pas une langue flamande. Au contraire, on a une grande diversité linguistique. Lors du recensement de 1846, au volet linguistique de ce recensement, 42% de la population interrogée répond « parler le français ». 42%, ça peut paraître beaucoup. En réalité, certaines estimations revoient ce chiffre
considérablement à la baisse. Et on peut raisonnablement imaginer que c'est plutôt de 10 à 15% qui parlent le français couramment ou qui a le français réellement pour langue principale. Parce que l'écrasante majorité de la population, où qu'elle se trouve sur le territoire, comme vous le voyez, va plutôt parler des langues régionales, des langues endogènes, comme on dirait aujourd'hui. C'est donc vraiment une mosaïque linguistique. Mais le français est la langue dominante. Il est la langue de l'élite, comme ailleurs. Dieu est mon droit, honni soit qui mal y pense, les devises de l'Angleterre et de la maison royale britannique, je viens de vous les dire en français, pas en anglais. Je maintiendrai, aux Pays-Bas, c'est du français. C'est pas ik zal houden ou quelque chose comme ça. Donc le français, on le sait, est la langue des cours en Europe. En Belgique, c'est aussi la langue de la noblesse, la langue de la bourgeoisie, c'est aussi la langue de l'ascension sociale. Et apprendre le français est nécessaire pour monter dans l'appareil d'État, si on le souhaite. C'est vrai évidemment en Flandre, c'est vrai aussi en Wallonie. En Flandre, cette domination linguistique se double souvent d'une domination de classe, en Wallonie aussi d'ailleurs, mais en Flandre, ça va prendre la forme de ce qu'on a déjà évoqué hier soir, un peu dans le temps d'échange après la présentation de Cédric Istas. Il y a ce qu'on appelle les franskillons, qui vont vraiment concentrer, cristalliser les rancœurs du mouvement flamand. Mouvement flamand qui donc se développe progressivement, assez rapidement finalement, après l'indépendance de la Belgique. Mouvement flamand qui va avoir d'abord besoin d'une certaine unité, qui va devoir se construire. En 1867, l'orthographe hollandaise est reconnue en Belgique pour l'usage du flamand, donc en quelque sorte c'est un peu le néerlandais, la langue du pays d'à côté, qui devient la langue qui va pouvoir un petit peu unifier ce mouvement flamand. Mouvement flamand qui met un certain nombre de revendications en avant. Des revendications notamment, principalement, d'utilisation de la langue, donc pas tellement les langues dialectales ou régionales, mais le néerlandais progressivement, dans l'administration. Avec l'idée, voilà, les langues qui sont parlées au nord du pays sont celles de la majorité écrasante de la population. Il faudrait que la population puisse communiquer avec l'administration à ces différents niveaux, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de l'administration ou au niveau de l'enseignement. L'enseignement avec évidemment une finalité tout à fait importante qui est la création d'élites flamandes qui puissent recevoir un enseignement en néerlandais et petit à petit devenir les élites de ce mouvement flamand. Alors ces revendications, elles sont portées par le biais de différents moyens et elles vont déboucher sur de premières lois linguistiques en 1873 pour la justice, 1878 pour l'administration, 1883 pour l'enseignement, avec à chaque fois évidemment un combat qui est d'abord un combat de base. On réclame l'usage du néerlandais au niveau des premiers degrés, des premières juridictions, ou bien de l'enseignement primaire, ou bien de l'administration communale. Une fois que c'est obtenu, on peut passer à une revendication à l'échelon suivant, pour l'enseignement moyen, pour les tribunaux correctionnels par exemple, pour l'administration provinciale, et ainsi de suite. Il faut quand même attendre 1898, l'indépendance c'est 1830, donc vous voyez que ça prend du temps, pour que soit adoptée ce que l'on appelle la loi d'égalité, c'est-à-dire la loi qui proclame l'égalité entre les textes légaux en français et en néerlandais. Il faut attendre 1960 pour qu'on ait une version authentique, officielle, de la Constitution en néerlandais. Donc vous voyez que c'est un processus qui vraiment prend longtemps. Un processus qui ne s'arrêtera d'ailleurs pas avec la Première Guerre mondiale, qui connaîtra
un regain d'activité, notamment dans les années 30, avec de nouvelles lois linguistiques. Loi de 1932 sur l'emploi des langues, par exemple, 1938, l'usage des langues dans l'armée. Les deux guerres mondiales vont être des moments importants dans l'histoire du mouvement flamand. D'abord parce qu'il y a une partie du mouvement flamand qui collabore avec l'occupant allemand. L'occupant allemand, sous la Première Guerre mondiale, ça n'est pas très reluisant et ça va évidemment nuire à l'image du mouvement flamand. L'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale, c'est en plus un occupant nazi, pas seulement étranger. Et donc, évidemment, ça va encore plus jeter le discrédit sur la partie du mouvement flamand qui collabore pendant la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est aussi de l'autre côté des tranchées, du côté resté belge, cette fois, là, la petite portion, l'occasion, le creuset d'accélérer certaines revendications et la création d'un mouvement qui, après la guerre, va se transformer en un mouvement politique, le Frontbeweging, le mouvement du front, qui, après la guerre, on y reviendra, prendra une autre forme, une forme plus politique. L'entre-deux-guerres est aussi un moment assez important sur le plan économique. La Flandre, progressivement, commence à sortir de ce caractère extrêmement pauvre, extrêmement rural qu'on lui a connu. En même temps, il me faut préciser tout de suite, nuancer, que la Flandre, au XIXe siècle déjà, est une terre industrielle très importante aussi, mais plutôt avec des poches. Courtrai, Alost, Gand, qui est le berceau du mouvement ouvrier en Belgique, Anvers, bien entendu. Donc, on est sur des zones industriellement assez importantes, mais extrêmement concentrées, à la différence du bassin wallon, où on a quelque chose de très fort, mais aussi plus large. Je continue à avancer dans le temps, avec Bruxelles comme capitale et siège évidemment de l'administration, avec l'évolution linguistique, l'enseignement aussi, qui progressivement au sud du pays fait que les Wallons, petit à petit, commencent à disparaître. L'usage des langues wallonnes cède la place aux Français. On a un mouvement de francisation de Bruxelles et de ses alentours, déjà perceptible au XIXe siècle, mais qui va s'accentuer au XXe siècle. Et Cédric Istas l'a expliqué déjà hier soir, il y a une série de mécanismes, notamment à partir des années 30, qui font en sorte que lorsqu'une commune, à Bruxelles ou autour par exemple, connaît un accroissement de la population d'une langue, elle peut basculer. Les communes égarées, si je me souviens bien de la terminologie rappelée hier. Et du côté flamand, avec les recensements décennaux, on voit que, à cette question que j'évoquais tout à l'heure, quelle est la langue que vous parlez, ça montre petit à petit qu'il y a un accroissement de l'usage du français. Et avec la dimension, la conséquence administrative qui s'ensuit, que certaines communes basculent. Un peu après la guerre, par exemple, la région bilingue de Bruxelles-Capitale va passer de 16 à 19 communes. En 1947, il y a une mobilisation du mouvement flamand pour en finir avec ces recensements linguistiques. D'une certaine manière, on peut se dire que c'est un peu casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre. Ça n'empêche pas que le mouvement de francisation se poursuive, mais au moins ça empêche qu'il continue à avoir les conséquences en termes de rattachement, de basculement de communes que l'on connaissait jusque-là. 1947, donc, on supprime ce volet linguistique pour le recensement suivant. Et autant vous dire qu'on n'a jamais réintroduit, donc c'est le dernier recensement avec un volet linguistique. Au début des années 60, le mouvement flamand organise aussi de marches sur Bruxelles, de manière fort importante, en 1961 et 1962. L'idée est vraiment de faire pression pour parvenir à obtenir la fixation de la frontière linguistique que Cédric a évoquée hier soir, qui intervient donc en 1962-1963.
C'est la carte qu'il a projetée hier. Et à la demande générale, il y a une carte complémentaire que nous pouvons vous proposer ce soir. J'espère que tous ceux qui étaient là hier soir sont toujours bien là aujourd'hui. C'est cette fameuse carte avec les communes à facilité. Donc, fixation de la frontière linguistique et communes à facilité en 1962 et 63. Et comme vous le voyez, les communes à facilité, elles sont en nombre relativement important. Il s'agit de toutes les communes germanophones et de Malmedy et Wem, évoquées déjà hier soir. Il s'agit d'une dizaine de communes situées de part et d'autre de la frontière linguistique Flandre-Wallonie, avec des facilités soit pour les habitants francophones dans les communes de Flandre, soit à l'inverse pour les habitants néerlandophones dans certaines communes wallonnes. Et puis il y a ces 6 fameuses communes à facilité de la périphérie bruxelloise. Mais comme vous le voyez, et contrairement à ce qu'on pense parfois, elles sont loin d'être les seules communes à facilité. Et il y a aussi un certain nombre de régimes de facilité différents. Si vous allez voir sur le site internet du CRISP, vous pourrez retrouver un article que Cédric a publié là-dessus il y a quelques années, où justement il montre qu'il y a différents régimes de facilité. Et en plus, on ne parle pas de facilité officiellement. C'est une facilité, si j'ose dire. Alors on en arrive, après ces événements, des événements qui vont polariser quand même très fort l'attention. La loi du 8 novembre 1962, si je me souviens bien, est précédée le 5 de mémoire de la démission d'un ministre. Gigi Merlot, qui est un ministre socialiste de Serein, en région liégeoise, démissionne pour marquer le coup, pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec cette réforme qui est en cours. Et même le Parti socialiste lui-même, y compris du côté wallon, est assez divisé sur la question, mais cette démission ne fera pas capoter l'adoption de cette loi. Mais en 1970, lors de la réforme de l'État, qu'on a rebaptisée ensuite première quand il y en a eu une deuxième, on adopte un certain nombre d'éléments. On les a déjà évoqués hier soir. La constitution de groupes linguistiques, un groupe linguistique français, un groupe linguistique néerlandais, tant à la Chambre qu'au Sénat. Ces groupes linguistiques, sur lesquels je pense Vincent reviendra la semaine prochaine, vont être la base de certaines constructions, la sonnette d'alarme, la parité au Conseil des ministres, et l'adoption de lois spéciales, avec une majorité spéciale qui est requise pour les adopter, les abroger ou les modifier. Et ces majorités, elles prévoient notamment qu'il y ait une majorité absolue, tant dans le groupe linguistique français que dans le groupe linguistique néerlandais, tant à la Chambre qu'au Sénat. C'est vraiment la suite de cette défaite, finalement, que les francophones estiment avoir subie en 62-63, au moment de la fixation du tracé de la frontière linguistique, qui avait particulièrement été difficile sur le cas de Fouron. 1970, c'est aussi le début du fédéralisme, avec la création de 3 communautés culturelles. Communauté culturelle néerlandaise, communauté culturelle française, communauté culturelle allemande. On est face à un fédéralisme qui est basé sur les langues. Alors vous allez me dire, un fédéralisme basé sur les langues, est-ce que c'est exceptionnel ? On pourrait se dire qu'il y a l'exemple du Canada. Le Québec est une province francophone, on le sait, qui revendique son caractère francophone, mais, on l'a vu hier soir, en fait le Canada, avec 3 autres provinces, s'associe en 1867, merci, et ce n'est pas tellement la question linguistique qui est au cœur des problématiques. Les tensions entre anglophones et francophones, en fait entre anglais et français d'abord, sur le terrain de ce qui est aujourd'hui le Canada, elles remontent à 2 siècles avant, au XVIIe siècle. Mais ce n'est pas la langue qui est le moteur du fédéralisme au Canada. C'est d'abord le territoire, le découpage en provinces. Donc je pense que la comparaison avec le
Canada, avec le Québec en particulier, vaut ce qu'elle vaut, mais elle n'est probablement pas complètement probante. Souvent d'ailleurs, ceux qui étudient ou qui comparent les cas vous diront que le mouvement autonomiste québécois est davantage à rapprocher, malgré ce qu'on pourrait croire a priori avec la langue, du mouvement flamand plutôt que du mouvement francophone ou du mouvement wallon. Si on veut bien dépasser la langue française, parce qu'il y a un peu cette idée de demande d'autonomie que l'on retrouve dans le mouvement flamand ou dans les demandes d'autonomie québécoise, et puis qu'il y a aussi un peu l'idée d'être parfois une citadelle assiégée au milieu d'un océan, soit anglophone, soit francophone, de ce côté-ci de l'Atlantique. On pourrait comparer avec un autre cas, la Suisse. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur la Suisse, Caroline le fera la semaine prochaine, mais finalement, quand on regarde bien, en Suisse non plus, la langue n'est pas la base du fédéralisme. C'est un élément, oui. Il y a un canton italophone, si je me souviens bien, le Tessin. Il y a des cantons francophones, des cantons alémaniques, mais ça n'est pas vraiment le moteur, et elle nous en parlera la semaine prochaine. Donc un fédéralisme basé sur la langue, finalement, c'est quelque chose d'assez atypique, d'assez spécifique, d'assez unique, quand on regarde les différents États fédéraux. Même si, dans les États fédéraux, un certain nombre, un tiers de mémoire à peu près, sont des États plurilingues. Mais ce ne sont pas les langues qui font vraiment la base du fédéralisme, alors qu'en Belgique, bien, puisque l'on a ces communautés, culturelles au début, communautés aujourd'hui, qui sont vraiment basées sur la langue et qui sont les entités fédérées. Le découpage en entités fédérées. En tout cas, un découpage en entités fédérées. Aujourd'hui, en termes de population, on est, vous le voyez, à 4 régions linguistiques, 3 unilingues et 1 bilingue, avec des réalités en termes de superficie qui sont très différentes, et également en termes de population. En tant que francophone, je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier. Il y a plus de 6,5 millions d'habitants en Flandre, que donc on va considérer comme néerlandophones, même si je sais qu'il y a aussi un certain nombre de francophones, les estimations vont de 100 à 150 000 à peu près. Il y a un peu plus de 3,5 millions de wallons, 2% à peu près de la population qui vit en région wallonne, mais donc pas seulement en région de langue française, mais aussi en région de langue allemande, parle l'allemand. 2%, donc 78 000 habitants à peu près dans la région de langue allemande. Et il y a maintenant considérablement plus d'1 million d'habitants en région de Bruxelles-Capitale, avec là évidemment la difficulté, puisqu'il n'y a plus de recensement linguistique, et pour les différentes raisons qu'on a déjà pu évoquer hier soir, de savoir s'ils sont francophones ou néerlandophones, et en sachant qu'il y en a beaucoup qui sont autre chose, tout simplement, et qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans cette dichotomie très belgo-belge, vous êtes francophone ou vous êtes néerlandophone. On se retrouve donc, au terme de ce processus historique que j'ai revisité à très très grands traits, avec une situation qui, sur le plan linguistique, est tout de même assez complexe. On a un État qui est trilingue. Je vous l'ai dit, depuis 1960, la Constitution existe en néerlandais. Depuis 1991, elle existe aussi, dans une version officielle, en allemand. Mais en attendant, quand vous êtes un citoyen germanophone, obtenir tous vos documents de l'administration fédérale en allemand est souvent un parcours un peu du combattant. Mais enfin, c'est un État qu'on devrait pouvoir considérer comme trilingue. L'autorité fédérale, dans les faits, elle est essentiellement bilingue. On s'interroge d'ailleurs toujours un peu sur cette disposition constitutionnelle qui prévoit la parité au Conseil des ministres, donc autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise, le Premier ministre éventuellement excepté. Mais alors quoi? On ne peut pas avoir de ministre germanophone? Il peut être soit Premier ministre, soit secrétaire d'État, c'est ça que ça veut dire? Donc là, on a encore une question, et je pense que même sur le plan juridique, le débat n'est pas encore tout à fait tranché de manière précise.
Bon, cela dit, jusqu'ici, le cas ne s'est guère présenté. Il y a une personne qui a été une fois secrétaire d'État, en provenance des cantons de l'Est. Des entités fédérées, soit unilingues, les communautés par exemple, communauté germanophone, unilingue en allemand, communauté flamande, communauté française, mais aussi la région flamande, puisque vous le savez, il y a une région flamande et une communauté flamande. Région unilingue aussi, la région wallonne. Pourtant, comme je l'ai dit il y a un instant, la région wallonne étend son territoire d'une part sur la région de langue française et d'autre part sur la région de langue allemande. Alors effectivement, la région wallonne propose certains services en allemand. Elle comprend certains parlementaires germanophones. De ministres, ça on n'a pas encore eu au niveau régional wallon. Mais enfin, là aussi, quand vous êtes un citoyen germanophone, allez essayer à Namur ou à Tournai, par exemple, de demander des documents de la région wallonne en allemand, ça sera relativement compliqué. Dernières entités fédérées, la région de Bruxelles-Capitale, bilingue, la commission communautaire commune, bilingue également. Et puis la commission communautaire française, elle, unilingue en français. Il y a 10 provinces depuis la scission en 1994 de la province de Brabant. 9 provinces sont unilingues, une province est bilingue, c'est la province de Liège, puisque la province de Liège, à son tour, étend son territoire en partie sur une portion de la région de langue française et sur la région de langue allemande. Pour rappel, les germanophones demandent à sortir de la province de Liège. Enfin, à l'heure actuelle, ils sont toujours dans la province de Liège. Là aussi, avec un peu parfois le sentiment d'être maltraités du point de vue linguistique. Au moment des inondations, je me souviens avoir reçu le SMS par le système d'alerte, plus ou moins à 7h30, 8h du matin en français, plus ou moins vers 10h en allemand. Donc visiblement, il a quand même fallu un certain temps pour qu'on arrive à trouver un traducteur alors qu'il y avait 2 phrases. Mais quand même, c'est assez révélateur, et en plus dans un moment où il ne fallait pas perdre de temps. Enfin, au niveau des communes, on a évidemment une écrasante majorité de communes unilingues. On a 19 communes bilingues, les communes de la région de Bruxelles-Capitale, et on a un certain nombre de communes à facilité. Je les ai évoquées tout à l'heure en montrant la carte. On a aussi, à Bruxelles, la ville de Bruxelles cette fois, une capitale qui est une capitale bilingue. Et ça, c'est aussi une particularité. Je reviens au cas canadien. Ottawa est une ville anglophone. Il y a certaines, en Belgique on appellerait ça des facilités peut-être pour les francophones, mais c'est un régime qui reste assez contesté, assez disputé, et en tout cas qui n'est certainement pas un régime de bilinguisme. On peut comparer avec un certain nombre de capitales comme ça, et nous on a trouvé que, finalement, Bruxelles, comme capitale réellement bilingue. Bruxelles, en plus, présente la caractéristique d'être la capitale de plusieurs entités fédérées, puisque c'est le siège des institutions flamandes, de la communauté flamande, et donc aussi, puisqu'elle les partage, ce sont les mêmes, de la région flamande. Or, la région flamande, son territoire, est situé en dehors de la région de Bruxelles-Capitale. Donc là, on a en plus un phénomène assez surprenant, assez inhabituel. Donc c'est la capitale de la communauté flamande, de la région flamande, de la communauté française aussi, le siège de ces institutions. Et c'est ainsi la capitale de plusieurs entités fédérées. Alors, en cherchant bien, mais vraiment en cherchant bien, on a réussi à trouver un exemple dont je peux encore vous parler aujourd'hui, c'est Hyderabad, au centre de l'Inde à peu près, qui est à la fois la capitale du Telangana et de l'Andhra Pradesh. Mais c'est parce que cet État s'est scindé.
Et donc c'est à titre transitoire. Je pense que c'était pour 10 ans, mais enfin ils ont reconduit ça, et donc normalement ce n'est que jusqu'en 2024, donc c'est pour ça que je vous disais, je peux encore vous en parler aujourd'hui, mais ça ne va peut-être plus durer. Enfin bon, c'est peut-être aussi du provisoire qui dure, je ne sais pas, peut-être qu'ils font comme chez nous aussi. Les institutions bruxelloises, évidemment, sont marquées par cette caractéristique, par ce bilinguisme. Les institutions régionales, par exemple, le Parlement et le gouvernement, sont bilingues, avec une partie de députés francophones, une partie de députés néerlandophones. On l'a expliqué hier soir, on ne peut pas demander aux électeurs s'ils sont francophones ou s'ils sont néerlandophones. Par contre, on leur demande de choisir de voter soit pour une liste francophone, soit pour une liste néerlandophone. Et les candidats aux élections doivent aussi se déclarer, soit francophones, soit néerlandophones. Et une fois qu'ils se sont déclarés candidats à une élection à Bruxelles, une élection régionale à Bruxelles, ils ne pourront plus être candidats dans l'autre groupe linguistique. On en a beaucoup reparlé il y a 2 mois, lorsque Alexia Bertrand, qui est élue francophone, sur une liste francophone, MR à Bruxelles, est devenue secrétaire d'État fédérale. On sait qu'elle ne pourra pas être candidate à Bruxelles sur une liste néerlandophone, alors qu'elle a rejoint l'Open VLD, et on suppose qu'il y a peu de chances qu'elle puisse être candidate sur la liste du MR, puisqu'elle a quitté le MR pour l'Open VLD. Mais donc là, il y a un choix qui doit être posé. C'est vrai pour les parlementaires, c'est vrai aussi pour les ministres et les secrétaires d'État, qui eux aussi ont une étiquette linguistique, sauf le ministre-président, un petit peu comme le Premier ministre. Sauf qu'une fois que vous avez dit ça, il faut tout de suite dire que, quand même, on va voir que le ministre-président, en fait, il est francophone. Ça va se marquer, vous allez le voir. Les institutions bruxelloises sont plusieurs, en quelque sorte. Il y a la région de Bruxelles-Capitale, avec son Parlement et son gouvernement. Il y a aussi les 3 commissions communautaires. La commission communautaire française a pour parlementaires les parlementaires francophones du Parlement régional. Le conseil de la commission communautaire flamande, Raad van de VGC, Vlaamse Gemeenschapscommissie, a pour parlementaires les députés régionaux néerlandophones, 72 d'un côté, 17 de l'autre, et l'Assemblée réunie, elle porte bien son nom, de la commission communautaire commune, regroupe ces 89 parlementaires, qui sont donc les mêmes que les parlementaires régionaux, qui cette fois ne sont plus subdivisés sur une base linguistique, si vous avez suivi. Je crois que vous avez suivi jusqu'ici. Du côté du pouvoir exécutif, c'est la même chose. Les ministres et secrétaires d'État francophones constituent à eux 5, j'ai dit 5, donc ça veut dire qu'il y a le ministre-président, il est francophone, ipso facto. C'est en tant que ministre-président régional qu'il est considéré comme n'étant ni francophone ni néerlandophone. Constitue donc le collège de la COCOF. Les 3 autres, 2 ministres et un secrétaire d'État néerlandophone, constituent le collège de la VGC. Et ensemble, les 5 ministres, dont le ministre-président, qui de nouveau redevient ni francophone ni néerlandophone, constituent le collège réuni, là aussi, de la COCOM. C'est ce qu'on a trouvé pour ne pas non plus démultiplier les acteurs, essayer de garder une certaine cohérence, même si, Cédric l'a dit hier, parfois ils doivent signer des accords de coopération avec eux-mêmes, ce qui est quand même assez remarquable, et on a vraiment trouvé des accords, des exemples, donc ce n'est pas du bluff, ce n'est même pas uniquement de la théorie. Mais donc on est dans une situation où on a des institutions unilingues, COCOF, VGC, et bilingues, celle de la COCOM, celle de la région de Bruxelles-Capitale. Enfin, la situation actuelle en matière d'emploi des langues, elle est aussi très asymétrique en matière de répartition de la compétence de l'emploi des langues. Puisque, en matière d'enseignement, en matière administrative, en matière de relations sociales entre un employeur et les travailleurs, la communauté française et la communauté flamande sont compétentes pour régler l'emploi des langues.
pas la communauté germanophone. Elle n'a pas cette compétence, sauf un petit peu en matière d'enseignement. Alors, qui a cette compétence? C'est l'autorité fédérale. Donc, on a un partage de la répartition de cette compétence, l'emploi des langues, entre 4 entités, les 3 communautés qui ne sont pas tout à fait sur pied d'égalité, et l'autorité fédérale. Et la communauté française et la communauté flamande ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent dans certaines communes. Ni à Bruxelles, ni dans les communes à facilité, elles ne peuvent exercer leurs compétences. De nouveau, là, c'est l'autorité fédérale. Bref, là où ça ne pose pas de problème, c'est la communauté française ou c'est la communauté flamande. Si par contre c'est plus sensible, alors c'est l'autorité fédérale qui est compétente. Les langues en politique, j'espère que vous l'avez compris après cette première demi-heure, c'est un enjeu d'abord. Ensuite, c'est une ligne de fracture interne au sein de l'État. Et je vais y revenir dans un instant. Et puis enfin, d'une certaine manière, c'est aussi un levier dans la lutte politique. Une ligne de fracture interne. Au moment de l'indépendance, on n'a pas de parti politique. 1846, fondation du premier parti en Belgique, qu'on considère d'ailleurs même comme étant le plus ancien parti encore actif en Europe, le Parti libéral. Aujourd'hui, évidemment, ils sont 2, on y reviendra. 1846, la maturation du Parti catholique va prendre un certain temps, au XIXe siècle et même encore au XXe siècle. 1885, fondation du Parti ouvrier belge, Parti socialiste. On a là 3 partis nationaux. Dans l'entre-deux-guerres, dans l'immédiate après-guerre, vont apparaître de nouvelles formations, dont une, le Frontpartei, qui est donc né de ce Frontbewegung que j'ai évoqué tout à l'heure dans les tranchées, qui va être le premier parti à caractère nationaliste flamand, en quelque sorte. En tout cas de manière clairement visible. Un peu plus tard, dans les années 30, le Frontpartei ayant disparu, le Vlaams National Verbond, le VNV, va apparaître. Là aussi, un parti nationaliste flamand. Un parti fasciste aussi. Les années 30, c'est évidemment un contexte très particulier. Du côté germanophone, on va voir aussi apparaître certains partis spécifiquement germanophones. D'abord un parti plutôt social-chrétien, et puis le Heimattreue Front, qui, lui, a aussi des sympathies, disons, germanophiles, mais de nouveau, germanophiles, dans la seconde moitié des années 30, ça devient même, franchement, des sympathies pro-nazis. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nouveaux partis unilingues vont apparaître. Je vous fais grâce, cette fois-ci, des partis germanophones qui vont réapparaître, notamment dans les années 70, mais on commence avec la Christelijke Volksunie en 1954, qui se transforme en 58 en Volksunie, le Rassemblement wallon, le Front démocratique des francophones, sont des partis qui tous sont unilingues. Alors l'un évidemment flamand, le deuxième bruxellois, le troisième wallon, mais ce sont tous des partis unilingues qui contrastent donc avec les 3 partis traditionnels, disons, libéraux, catholiques, devenus socio-chrétiens, et socialistes. Comme vous le voyez sur le graphique électoral, ces partis connaissent un certain succès, au moins durant plusieurs élections. Dans la fin des années 60, le début des années 70, c'est assez clair. Et cela au détriment des partis traditionnels que j'ai évoqués. Comme vous le voyez, ils souffrent de l'apparition de ces et puis du renforcement de ces partis unilingues. On arrive là à une autre caractéristique de la Belgique. C'est qu'aujourd'hui, la Belgique est un cas de fédéralisme où il n'y a pas, ou presque pas, de partis nationaux. Et c'est tout à fait unique. Dans beaucoup d'États nationaux, on a des fédérations de partis où on a un type d'organisation partisane au niveau de la fédération. Le Parti républicain, le Parti démocrate,
aux États-Unis. Alors évidemment avec des sections dans les différents États. On sait que ce sont des partis où la discipline de vote est beaucoup moindre que ce que l'on connaît ici par exemple. Mais il y a bien des partis nationaux. Alors qu'en Belgique, il n'y en a quasiment plus. Qu'est-ce qui se passe? À partir de 1968, alors que les revendications flamandes sont assez fortes, on vient de scinder le pays du point de vue administratif avec la fixation de la frontière linguistique, mais il continue à y avoir des tensions. Puisque la frontière linguistique a été fixée, les étudiants flamands, les étudiants dans la section néerlandaise de l'Université catholique de Louvain, Leuven, estiment qu'il n'y a plus de raison qu'il y ait une section française de leur université qui soit présente sur le territoire de cette ville de Louvain. Et ils le font savoir bruyamment, au cri de « Wallen buiten ». Le pouvoir organisateur de l'Université catholique de Louvain, c'est l'épiscopat. Et entre les évêques eux-mêmes, francophones et néerlandophones, il y a du tiraillement, il y a des dissensions. Et finalement, ça rejaillit sur le parti qui est le premier relais, évidemment, de l'épiscopat et du monde catholique plus largement. Le Parti social-chrétien se scinde en 1968 entre le Christelijke Volkspartij flamand et le PSC, Parti social-chrétien, désormais uniquement francophone. À partir de là, ça va suivre relativement vite. L'étincelle n'est pas l'affaire de Louvain dans les autres familles politiques, mais du côté flamand également, là on est au début des années 70, et avec un mouvement qui va d'abord reprendre une forme régionale et puis qui va devenir une forme, qui va prendre une forme linguistique, on passe d'un parti unitaire, le Parti de la Liberté et du Progrès, PLP, à deux formations, Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, et progressivement, alors à la fin des années 70, le Parti réformateur libéral. J'en profite pour rappeler que notre collègue Benjamin Billard vient très récemment de publier un courrier hebdomadaire où il retrace l'évolution de la famille politique libérale, l'EMR d'une part, l'Open VLD d'autre part, depuis la scission, et il revient évidemment sur cette scission des années 70, tout comme il l'avait déjà fait il y a maintenant 2 ans de mémoire pour les socio-chrétiens, avec les deux partis là aussi. Et puis enfin, en l'espace de 10 ans, entre 1968 et 78, les 3 familles politiques principales se seront scindées. 1978, c'est au tour des socialistes, avec les socialistes francophones, dans un premier temps emmenés par André Coles, et les socialistes flamands, qui seront conduits par Karel van Miert. Aujourd'hui, on est un pays où il y a beaucoup de partis. Des partis qui résultent d'une scission, je viens de les évoquer, des partis qui sont nés d'un côté ou l'autre de la frontière linguistique. J'ajoute ici Prodege ou Vivant, qui sont uniquement actifs du côté germanophone. Vivant, qui est le reliquat d'un parti qui a été autrefois national, mais qui aujourd'hui n'existe plus qu'en communauté germanophone, et qui peuvent vous paraître inconnus ou négligeables. En attendant, Prodege, ce sont 2 ministres sur les 4 que compte le gouvernement germanophone. Et Vivant est le 4e parti dans sa communauté. Il devance les écologistes et même les libéraux. Et donc on a des partis qui sont nés unilingues ou qui sont devenus par la scission. Dans les nés unilingues, les plus jeunes étant les partis écologistes, Écolo d'une part, Agalev devenu Groen d'autre part. Mais donc, on n'a quasiment aucun parti national. On n'en avait pas au Parlement, on n'en avait plus au Parlement, avant qu'en 2014, le PTB-PVDA, Parti du Travail de Belgique, Partij van de Arbeid, parvienne à obtenir des élus. Et c'est d'ailleurs le premier parti qui est parvenu à avoir des élus dans quasiment tous les parlements, puisqu'ils n'ont pas d'élus germanophones, mais ils ont des élus au Parlement flamand, au Parlement bruxellois, au Parlement de la communauté française, au Parlement wallon et au Parlement fédéral, y compris au Sénat depuis 2019. Et pourtant, on sait qu'en Belgique, les partis, ça n'est pas rien. Ce sont des acteurs essentiels. Ce sont des acteurs essentiels de la vie politique de manière générale, mais aussi de cette histoire institutionnelle
que nous sommes en train de dérouler avec vous au cours de ces différentes séances. On parle souvent de particratie en Belgique pour marquer à quel point les partis politiques, et en particulier leurs organes de direction, leurs présidents, plus rarement des présidentes, dirigent les partis, certes, mais aussi la vie politique. Et c'est un peu en faisant la topla au bout de longues heures de négociations qu'ils signent de grands accords, y compris parfois de grands accords institutionnels. Mais donc, on n'a quasiment pas de partis nationaux. Quand on regarde les résultats électoraux de ces différentes familles politiques puis de ces partis politiques, on voit qu'on est passé d'un jeu électoral relativement clair et lisible, 3 familles politiques qui dominent, à, je sais pas, un joli plat de spaghettis, enfin quelque chose qui devient nettement plus fragmenté et difficile à lire. Là aussi, ce sont des analyses que vous pouvez retrouver dans le Courrier hebdomadaire. Je l'ai dit, la langue, c'est aussi un levier dans la lutte politique. La Belgique présente aussi la caractéristique d'être un pays sans circonscription nationale, aucune, jamais. À l'indépendance, on instaure un mode de scrutin qui est un mode de scrutin uninominal à un tour, avec différentes circonscriptions. Et on a uninominal ou plurinominal ? J'ai un doute. Mais à un tour. Mais donc, on a un système qui fonctionne par circonscription plurinominale. Hein ? Merci. À 2 tours ? D'accord, j'étais resté sur l'idée que c'était à l'anglaise. Autant pour moi. Mais c'est à l'anglaise, c'était winner take all, mais parfois avec 3 sièges. Il faudra que je me repenche là-dessus. Désolé. Là, l'image du directeur du CRIS vient d'en prendre un coup. Vous couperez au montage. Donc, on est avec un pays qui n'a, c'était à ça que je voulais en venir, jamais connu de circonscription nationale. Le découpage des circonscriptions a évolué. Vous le voyez, on n'est déjà plus tout à fait à la même chose ici. À partir de 2002, on a un découpage qui correspond essentiellement au découpage des provinces, à une exception près, c'est qu'il y a une circonscription de Louvain, ce n'est pas la totalité du Brabant flamand, et une circonscription de Bruxelles, Halle, Vilvoorde, BHV. Et ça va évidemment poser de furieux problèmes. C'était déjà le cas depuis les années 70, en fait. C'est une revendication du mouvement flamand déjà depuis lors de scinder cette circonscription, cet arrondissement électoral, comme on disait jadis, cette circonscription électorale de Bruxelles à Vilvoorde. Et il faut attendre la 6e réforme de l'État pour que le mouvement flamand obtienne cette revendication avant tout symbolique, clairement, mais qui a unifié le mouvement flamand, y compris sur le plan politique. Si vous vous souvenez, en 2010-2011, ce qui a notamment poussé à ce que nous ayons une crise politique tellement longue, c'est que l'ensemble des partis flamands, y compris de gauche, disaient « nous n'entrerons pas dans un nouveau parti, dans un nouveau gouvernement fédéral, s'il n'y a pas d'abord un accord sur une réforme de l'État qui, notamment, prévoit la scission de la circonscription électorale de Bruxelles à Vilvoorde. » Soit dit en passant, je ne sais pas si vous les avez vus sabrer le champagne une fois qu'ils ont eu cette victoire, moi pas. Donc, on a entendu parler de la scission de BHV pendant 20 ans. Une fois que ça a été obtenu, c'est presque passé inaperçu. Je dis ça, je dis rien. Donc, un pays sans circonscription électorale nationale, ce qui a pour implication, et c'est notamment pour cela que certains réclament la création d'une circonscription électorale fédérale, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui a donc pour implication que chacun a son électorat. On a des partis politiques qui sont scindés d'un point de vue linguistique, ça n'est pas un problème, puisqu'ils n'ont à défendre de bilan, ils n'ont à faire de promesses électorales que devant leur électorat, unilingue lui aussi. Excepté à Bruxelles, c'est vrai. Mais à Bruxelles, avec la scission de la circonscription électorale de Bruxelles à Vilvoorde, les partis flamands ont perdu quasiment toute chance d'obtenir, de manière directe, avec leur propre liste, des élus.
Alors il y a quelques élus, Tine van der Straten par exemple, du côté des Verts, ou d'autres encore, qui se sont fait élire sur des listes bilingues, parce qu'à la Chambre c'est possible, contrairement au Parlement bruxellois. Mais finalement, il n'y a à peu près que sur Bruxelles-Vilvoorde qu'on peut donc avoir une campagne électorale qui soit vaguement bilingue ou qui implique les partis néerlandophones et les partis francophones. Bref, pour le reste du territoire, les Flamands peuvent faire campagne devant un électorat flamand et dire pique-pendre des Wallons, et inversement. Ça, c'est aussi une caractéristique de la Belgique, qui contraste avec un certain nombre d'États fédéraux. Là, je n'oserais pas nécessairement dire que c'est le cas de tous, mais enfin, quand même, c'est une situation relativement rare, et quand on l'additionne, quand on la conjugue à l'absence de partis fédéraux, on a là évidemment une situation qui, elle, est tout à fait unique. 1970, c'est la première réforme de l'État. On a revu la Constitution, on a créé les groupes linguistiques français et néerlandais, on a créé 3 communautés culturelles. Donc on le voit, la langue, c'est bien un levier d'action. Lors de la 3e réforme de l'État, les conflits autour de Fouron en particulier, le fameux carrousel fouronné. Vous avez peut-être appris aujourd'hui le décès de Jean-Maurice Dehousse, avec son ami José Appart, enfin surtout José Appart, a pas mal fait tourner ce carrousel fouronné. Et lors de la 3e réforme de l'État, on a adopté une loi de pacification communautaire, comme on l'appelle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est bon, on va essayer de mettre un terme à ces querelles qui empoisonnent la vie politique en Belgique. Donc on voit bien que la langue est bien un levier d'action politique, et pas toujours du côté flamand, en l'occurrence, ici, dans l'autre sens. Lors de la réforme de l'État suivante, 4e réforme de l'État, avec, et dans le fil de ce que l'on a fait au préalable, on en vient à scinder la province de Brabant. Désormais, on a 5 provinces wallonnes, unilingues sauf celle de Liège. On a 5 provinces flamandes, unilingues, et Bruxelles, capitale, qui est en dehors. Mais donc on voit que la langue est aussi un levier pour modifier certaines réalités institutionnelles. Lors de la 5e réforme de l'État, Cédric l'a signalé hier soir, on décide de régionaliser la loi communale et la loi provinciale. Ça peut paraître anodin. En attendant, cela permet à la Flandre, c'était une demande flamande, d'obtenir le droit de nommer les bourgmestres, ou de ne pas les nommer, dans certaines communes autour de Bruxelles. Vous voyez à quoi je fais allusion, évidemment. Et puis enfin, lors de la 6e réforme de l'État, on en est arrivé à cette scission de Bruxelles à Vilvoorde. J'ai évoqué le volet électoral, il y a le volet judiciaire, qui est encore un peu plus compliqué, lui. Et avec cette scission, d'abord de la province, et puis de la circonscription électorale de Bruxelles à Vilvoorde, on finit par avoir des régions qui sont de plus en plus clairement délimitées, de plus en plus homogènes, en quelque sorte. C'est quand même un peu l'objectif. On arrive donc à un fédéralisme, qui est un fédéralisme asymétrique, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, un fédéralisme de superposition, Cédric a insisté là-dessus hier, et qui est basé sur 2 types d'entités fédérées, voire 3 si on compte les commissions communautaires communes et françaises. Mais donc on est sur un fédéralisme au minimum avec 2 types d'entités fédérées. Je vous ai beaucoup parlé des communautés et de leur ressort culturel, il ne faudrait évidemment pas oublier les régions. Et là, ça m'amène à mon dernier thème de ce soir, la question de l'économie, la question de la fiscalité. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, le développement régional est très différent. La configuration économique au XIXe siècle, on revient un peu à l'histoire, est très différent de part et d'autre de ce qu'on appelle aujourd'hui la frontière linguistique, ou en tout cas à l'époque déjà du rideau de betterave. On est avec un développement économique qui est très fort. Je vous rappelle que la Belgique est quand même le 2e pays industrialisé, après
la Grande-Bretagne, c'est la deuxième puissance économique au XIXe siècle, en tout cas au moment de son indépendance, et avec une configuration qui est fort différente, une Flandre essentiellement rurale, une Wallonie avec aussi des zones qui restent très largement rurales, mais aussi un bassin de développement, disons, Aisne, Sambre, Meuse, Vesdre, si on regarde tout le sillon wallon, et plutôt des poches de développement, un capitalisme notamment financier sur Bruxelles, Anvers, Gand, Courtrai, Alost, qui sont donc des pôles de développement industriel, mais c'est plus limité que ce grand bassin qu'on a en Wallonie. Ce développement régional va rester une réalité pendant longtemps. C'est vers 58-61, dans cette 1958-1961, dans ces années-là, qu'on va vraiment voir que la Flandre rattrape économiquement la Wallonie et puis la dépasse. C'est aussi le moment de l'implantation d'une sidérurgie maritime à Gand, Sidmar, sidérurgie maritime, qui va vraiment incarner aux yeux de beaucoup de gens le tournant, finalement, le tournant économique. Cette industrialisation progressive, en fait, on la voit déjà poindre dans l'entre-deux-guerres, assez clairement, mais si vous regardez, en 1946, la Wallonie reste très clairement le moteur économique de la Belgique. En 1946, 80% des chômeurs vivent en Flandre. C'est quand même un chiffre aujourd'hui qu'on a presque du mal à croire. Ça ne veut pas dire que 80% de la population flamande est au chômage, mais ça veut dire que sur l'ensemble des chômeurs, ils sont à 80% en Flandre. Et puis ça va rapidement se modifier, progressivement aussi, s'inverser. Je ne vous l'apprends pas. Industrialisation progressive de la Flandre, notamment grâce aux investissements étrangers, américains, aux investissements toujours de Bruxelles, toujours ce pôle de capitalisme financier, mais qui réoriente ces investissements plutôt en les détournant de la Wallonie industrielle de manière ancienne, mais qui s'essouffle vers la Flandre. Et ça m'amène évidemment à évoquer le combat du mouvement wallon. Le mouvement wallon se développe plus tardivement que le mouvement flamand, plutôt à partir de 1890, considère-t-on généralement. D'abord, en réaction face au mouvement flamand, qui commence à prendre de l'essor, à prendre de la place, à voir certaines de ses revendications triompher. Et dès lors, il y a certaines craintes d'avoir une forme de flamandisation, de voir les places dans l'administration, par exemple, progressivement échapper aux wallons ou plus largement aux francophones. Petit à petit aussi, ce mouvement wallon va prendre une forme plus économique. Comme tout à l'heure par rapport au mouvement flamand, je vais vite, mais enfin, globalement, on a un mouvement wallon qui va prendre un caractère économique, avec la volonté d'avoir plus d'autonomie, de décision de ce que la Wallonie peut faire sur le plan économique pour maintenir sa prospérité, dans un premier temps. Petit à petit, ça va devenir pour essayer d'éviter l'essoufflement que l'on sent venir déjà à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis petit à petit, le temps d'obtenir cette autonomie, ça va plutôt être de gérer les conséquences du déclin industriel, les conséquences de la crise économique, et puis finalement d'essayer de relancer la machine. À partir des années 70-80, ces enjeux économiques deviennent des pommes de discorde très vives autour d'une question particulière qui est la question des secteurs nationaux. Les charbonnages, la sidérurgie, le verre, les chantiers navals vont faire l'objet de tensions de plus en plus vives entre flamands et wallons, jusqu'à ce qu'on décide de la régionalisation des secteurs nationaux, avec dans le chef de certains leaders wallons le sentiment que finalement on a obtenu le contrôle de ces secteurs quand il était trop tard, quand il fallait les restructurer, voire purement et simplement les fermer. Cette régionalisation
elle va se développer à partir des années 70, mais il faut attendre 1980 pour voir se créer la région wallonne, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, son Parlement et son gouvernement, et il faudra même encore presque une dizaine d'années pour que la région de Bruxelles-Capitale, elle, voit le jour et reçoive ces institutions. On est donc avec, on l'a déjà vu hier sous d'autres coutures, cette situation, 3 régions, 3 communautés et une forte asymétrie, puisque en 1980, pour rappel, la Flandre décide, lorsque l'on crée la région wallonne, de ne pas créer les institutions de la région flamande, mais ce seront les institutions de la communauté flamande, qui exerceront les compétences de la région flamande. Le Parlement, le gouvernement, l'administration, et donc aussi un budget en commun. Si on revient sur ces suites de réformes de l'État, mais qu'on les prend maintenant sous l'angle économique, dès qu'il y a eu des formes de fédéralisme, il a fallu décider de la répartition des moyens. Comment est-ce qu'on va faire pour répartir les moyens entre ce qu'on est en train de créer? Et là, en 1970, on décide d'affecter des moyens du budget national, sur une base régionale, et on adopte la règle des 3 tiers. On va répartir ces moyens spécifiquement attribués aux politiques régionales en prenant en compte 3 critères. Le critère de la population, qui va plutôt avantager la Flandre. Avec la superficie, l'avantage est plutôt à la Wallonie. Et avec le rendement à l'impôt des personnes physiques, l'IPP, c'est la situation de Bruxelles qu'on avantage, puisque les ménages, les contribuables bruxellois sont assez largement au-dessus de la moyenne en termes de rendement à l'impôt des personnes physiques en 1970. Donc l'idée n'est pas tellement de dire on va jouer sur ce que rapporte l'impôt entre les 3 régions. C'est plutôt essayer de trouver des critères qui vont permettre aux uns et aux autres de s'y retrouver. Lors de la 2e réforme de l'État, quand on crée la région wallonne et la région flamande est créée, elle ne reçoit pas d'organes propres, mais elle est créée. Lors de la 2e réforme de l'État, on va couler ces 3 tiers, cette règle des 3 tiers, dans la législation. En 1980, on ne crée pas les organes de la région, mais on introduit dans la Constitution, ce qui est l'article 137 actuel, qui permet à la communauté flamande d'exercer les compétences de la région. Et donc ça veut dire aussi que, ipso facto, le budget flamand va être alimenté tant par les règles qui alimentent les communautés que par les règles qui alimentent les régions. Lors de la réforme suivante, on finit par se décider à adopter une loi spéciale de financement. Alors, dans un ouvrage que le CRISP a publié et que Jean-Luc Dehaene a préfacé, Giuseppe Pagano, qui est professeur de finances publiques à l'université de Mons, explique que les francophones ont très mal négocié cette loi spéciale de financement. Jean-Luc Dehaene était accompagné de ce qu'on appelait les Toshiba Boys, parce qu'eux, ils avaient un ordinateur portable. À l'époque, c'était évidemment tout nouveau. Je vous laisse deviner de quelle marque ils étaient. Alors que, tel qu'il le raconte, on imagine des francophones qui étaient à peu près venus avec un papier et des crayons. Là, je caricature un peu, je crois qu'il ne le raconte pas tout à fait comme ça, mais enfin, le contraste était quand même important. Et dans cette loi spéciale de financement, on voit plusieurs éléments. Le rendement de l'IPP, de l'impôt des personnes physiques, va devenir un critère qui va monter en puissance dans les clés que l'on fixe. La situation wallonne reste difficile et les Wallons parviennent à négocier la mise sur pied d'un mécanisme de solidarité nationale. C'est-à-dire que pour les régions, ou la région, en fait, il n'y en a qu'une, la Wallonie, dont le rendement à l'impôt des personnes physiques est inférieur à la moyenne,
Donc, si on regarde la moyenne belge, on collecte autant d'impôts, on va dire que c'est 100. Eh bien, pour là où les régions, la Wallonie, qui sont en dessous de cette barre de 100, il va y avoir un mécanisme de solidarité pour donner des moyens de manière à essayer d'abord par solidarité, mais aussi d'essayer de faire remonter le niveau socio-économique de cette région. Cette loi spéciale de financement de 89 prévoit aussi des dotations spécifiques, complémentaires pour la région de Bruxelles-Capitale, en lien avec le fait que c'est une région qui a des particularités, et notamment c'est le siège d'un certain nombre d'institutions internationales. Et donc pour essayer de valoriser ce statut de ville internationale de Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale va recevoir des moyens supplémentaires, des moyens assez spécifiquement affectés en l'occurrence, et sur lesquels l'autorité fédérale a une sorte de droit de regard. Ce que Giuseppe Pagano met en évidence, c'est que déjà à ce moment-là, il est assez clair aussi que l'enseignement francophone sera sous-financé et que les sommes requises pour continuer à faire fonctionner l'enseignement qui, à ce moment-là précisément, est communautarisé, ne vont pas suffire pour maintenir les politiques d'enseignement telles qu'elles existaient du temps de cette éducation nationale. À ce moment-là, c'est déjà relativement clair, avec différentes explications qui ne tiennent d'ailleurs pas uniquement aux flamands, mais également aux tensions entre régionalistes et communautaristes du côté francophone. Lors de la 4e réforme de l'État, il est clair que cette loi spéciale de financement qui a été négociée un petit peu auparavant pose problème à la communauté française. Dès 89-90, vous avez un grand mouvement de grève des enseignants, vous vous en souvenez peut-être, et c'est clair que la communauté française est en difficulté. On va alors trouver un truc, une astuce. On va refinancer la communauté française en la délestant, en la déchargeant d'un certain nombre de ses compétences. Et à ce moment-là, c'est l'accord de la Saint-Michel, on va permettre que la communauté française transfère l'exercice de certaines compétences, d'une part à la région wallonne, d'autre part, pour Bruxelles, pour les institutions bruxelloises, à la commission communautaire française, la COCOF. Cédric l'a dit hier soir, c'est cela qui va faire de la COCOF une entité fédérée à part entière. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on y gagne ? Eh bien, la communauté française transfère l'exercice de certaines compétences, la formation professionnelle, l'intégration des personnes handicapées, l'intégration des personnes étrangères, un certain nombre de compétences. Mais elle ne transfère pas complètement les sommes de son budget qui vont avec ces compétences. Je vous donne la compétence, mais je ne vous donne pas tout le pognon qui va avec. De manière à en garder un peu pour refinancer les autres secteurs. L'aide à la jeunesse, la culture et évidemment, surtout, d'abord, l'enseignement. Donc, refinancement de la communauté française, mais intra-francophone, si vous voulez, qui va évidemment ajouter une dose de complexité à cette structure institutionnelle. On parle là alors de régionalisation de certains secteurs, mais attention, ce n'est pas la régionalisation au sens premier. On prend une compétence qui était fédérale et on la transfère aux régions. C'est la communauté française qui transfère à la région wallonne. Et quand on parle de régionalisation, c'est même incomplet, puisque c'est aussi à la COCOF, Commission communautaire française. Ce n'est pas une institution régionale. Enfin, c'est un deuxième sens au terme régionalisation, un deuxième sens qu'on prend en Belgique. On a donc une région flamande qui n'exerce pas ses compétences elle-même, ce sont les institutions de la communauté flamande qui le font, article 137 de la Constitution. Du côté francophone, c'est l'article 138. Je vous laisse deviner, pour les transferts de la région wallonne à la communauté germanophone, eh bien oui, c'est l'article 139 de la Constitution. Il y a parfois des choses qui sont assez simples et logiques. En Belgique, ça peut aussi arriver. La numérotation n'est pas plus compliquée que ça. J'ai dû aller revoir avant, parce que, quand même. Communauté française, elle qui transfère l'exercice de certaines de ses compétences, donc pour
la région de langue française à la région wallonne, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, mais uniquement pour les institutions francophones, à la COCOF. Ça ne suffit pas. C'est bien beau ce truc, mais ça ne suffit pas. La communauté française reste dans une situation financièrement catastrophique et dont on voit que ça ne va pas aller. 1994, mouvement des étudiants. 1995, 1996, de nouveau long conflit avec les enseignants. On voit bien que la communauté française ne va pas pouvoir s'en sortir, même par ce refinancement. À ce moment-là, le personnel politique, en l'occurrence au pouvoir, les socialistes et les sociaux-chrétiens, disent « il faut qu'on fasse avec, donc on doit faire des économies, puisque sinon il faut rouvrir la négociation avec les Flamands, et si on rouvre la négociation avec les Flamands, ils vont vouloir plein d'autres choses. » 1997, date charnière importante aussi, à Bruxelles, on voit que le rendement à l'impôt des personnes physiques s'est détérioré d'année en année. Et en 1997, pour la première fois, ce rendement, il passe sous zéro. Ce qui veut donc dire que le mécanisme de solidarité nationale ne s'applique plus à une seule région. Il va désormais s'appliquer à 2 régions, la Wallonie et Bruxelles. Et vous voyez que Bruxelles, d'ailleurs, a continué de décliner de ce point de vue, puisque sa population s'est progressivement appauvrie. Alors un mécanisme de solidarité nationale qui aide toutes les régions qui sont en dessous de la moyenne du rendement à l'IPP, quand il y a 2 régions dans un pays où il y en a 3, ça veut dire qu'il y en a une qui aide les 2 autres. Et donc évidemment, ça en Flandre, c'était déjà pas de gaieté de cœur qu'on l'avait adopté, qu'on l'avait accepté pour la Wallonie, mais se dire qu'en plus, ça va aussi valoir pour Bruxelles, autant dire que ça va attiser cet argument. Et en 1999, le 3 mars, le Parlement flamand adopte à la majorité, parfois même à l'unanimité, 5 résolutions dans lesquelles les partis flamands, unanimement ou à une assez large majorité donc, tracent les contours de la prochaine réforme institutionnelle qu'ils souhaiteraient. Et ils demandent notamment plus d'autonomie financière. Ils demandent des transferts de compétences. La loi communale, la loi provinciale que j'ai évoquée, il y aura d'autres éléments. Et donc effectivement, du côté flamand, on commence à se dire les francophones seront bientôt cuits. Ils vont venir nous demander de l'argent. Mais nous, on aura des choses à leur opposer, ce seront des transferts de compétences. On arrive alors ainsi à cette 5e réforme de l'État, qui est la seule à ne pas avoir touché à la Constitution, mais uniquement des lois spéciales. Lois spéciales, notamment loi spéciale de financement, pour refinancer la communauté française. Évidemment, on ne refinance pas que la communauté française, on refinance aussi la Flandre. Et donc la Flandre est dans une position qui n'est pas une position de demandeuse, mais elle reçoit quand même l'argent. Et ça va dans le même budget flamand, régional, communautaire. Par contre, ce qu'elle demandait, c'était plus d'autonomie. Une autonomie fiscale accrue. Et elle l'obtient. Donc ça veut dire qu'elle a un 2e surcroît de moyens. Quelques années plus tard, 2005, vous le voyez, ça n'a pas pour autant mis fin aux revendications flamandes et à la critique qui pointe en Flandre, notamment du côté d'un jeune parti qui ne compte qu'un seul député, la NVA, vous voyez son président ici au micro, qui fait une opération de communication dont Bart de Wever a le secret, on le sait depuis lors, puisqu'il va avec un semi-remorque chargé de billets, enfin de faux billets, vers les ascenseurs de Strépitieux, dans le Hainaut, pour essayer d'illustrer à sa façon, et comme vous le voyez, c'est clairement une opération de communication quand on voit les relais médiatiques qu'il a obtenus, pour dénoncer les transferts de la Flandre vers la Wallonie. Et puis on arrive à cette 6e réforme de l'État, finalement chauffée en quelque sorte par la NVA, qui s'est associée dans un cartel avec le CDNV quelques années plus tard, puis qui a scindé, un an avant, puis qui a scindé le cartel 2 ans plus tard, et puis qui en 2010 devient le premier parti flamand, et qui demande des transferts de compétences, pas seulement la scission de la circonscription électorale de Bruxelles à Vilvoorde. Elle demande aussi
l'ANVA, mais aussi d'autres partis flamands, de transférer de nouvelles compétences et de donner plus d'autonomie financière et de mettre fin au transfert, donc au mécanisme de solidarité nationale. On en arrive à une 6e réforme de l'État avec certains transferts de compétences, mais notamment la défédéralisation d'une branche de la sécurité sociale, les prestations familiales. Donc, les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption. Ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, ce n'est pas nouveau en Flandre que l'on veuille scinder des pans de la sécurité sociale, mais c'est la première fois qu'on y arrive. Il y a aussi d'autres aspects, mais enfin, c'est vraiment le principal. Et en la matière, dans les années 90, certains spécialistes de la sécurité sociale, y compris plutôt proches du mouvement flamand, disaient « on veut scinder des pans de la sécurité sociale, mais s'il y a bien un truc auquel il ne faut pas toucher, ce sont les allocations familiales, c'est beaucoup trop compliqué. » Bardaf, on commence par ça. Pourquoi ? Parce que ça fait du chiffre. Dans la révision de la loi spéciale de financement, ça va permettre notamment à Elio Di Rupo, le 11 octobre 2011, quand il présente l'accord qui est conclu, sans la NVA, cela dit, de dire « le centre de gravité a basculé de l'autorité fédérale vers les entités fédérales ». Aujourd'hui, les prestations familiales, ce sont à peu près 7 milliards d'euros. Quand vous faites passer 7 milliards d'euros d'un coup, d'une colonne autorité fédérale, à une autre colonne, région-communauté, évidemment, c'est vrai que ça fait quand même du chiffre. Après, on se démerdera au niveau des administrations pour mettre tout ça en œuvre. Autant dire que ce n'est pas si simple que ça. Vous le voyez, avec cette réforme, on a effectivement, d'une certaine manière, un basculement que l'on peut observer dans les chiffres. Cette 6e réforme de l'État prévoit aussi un refinancement de Bruxelles. Ça, c'était sans doute une des rares demandes des francophones, puisque pendant longtemps, les francophones ont été demandeurs de rien, selon l'expression consacrée. Steven Van Ackere, qui sera numéro 2 du gouvernement Di Rupo, dira même « francophones, cessez d'être demandeurs de rien ». Je vous laisse réfléchir 2 secondes, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour arriver à comprendre cette phrase qui est quand même un peu tarabiscotée. Donc, cessez d'être demandeurs de rien. Effectivement, les francophones vont vaguement trouver quelques petites choses à demander, et en particulier le refinancement de Bruxelles. Mais au final, on peut dire que cette 6e réforme de l'État a consacré une évolution du fédéralisme belge vers plus d'autonomie, c'est vrai, mais moins de solidarité. Et ça, on va le voir tout particulièrement, de manière assez cruelle, avec les inondations en Wallonie, où on s'est aperçu qu'il n'y a même pas de mécanisme qui permette à l'autorité fédérale d'aider une région, qu'elle soit wallonne ou flamande, peu importe, sinistrée, dans le cas que l'on a connu. Alors qu'en même temps, dès le mois d'août-septembre, on voit en Allemagne se mettre en place un fonds financés par les différents Länder, pas seulement ceux qui ont été touchés par les inondations, et par le niveau fédéral. En Belgique, ça n'est tout simplement pas possible. Jean-Luc Cruc, ministre du budget wallon à ce moment-là, revient devant les députés wallons en leur expliquant que voilà, on a essayé, mais en fait, ça n'est pas possible, ça n'a pas été prévu. On est donc, j'en arrive à la conclusion, à un fédéralisme de superposition qui est vraiment très asymétrique, puisque les compétences qui sont exercées par les différentes entités fédérées sont toutes différentes. L'autorité flamande exerce tant les compétences communautaires que les compétences régionales. La communauté française, les compétences communautaires moins ce dont elle a transféré l'exercice à la région wallonne et à la COCOF. Pour les allocations familiales, c'est uniquement la région wallonne. La communauté germanophone, elle a toutes les compétences communautaires, sauf quelques-unes. Souvenez-vous de l'emploi des langues. Il n'y a pas d'université non plus en communauté germanophone. Mais elle a en plus des compétences régionales qu'elle a obtenues, dont elle a obtenu l'exercice en provenance de la région wallonne. La région wallonne, elle a toutes les compétences régionales, sauf pour une partie sur le territoire de la région de langue allemande. Et en plus, elle exerce certaines compétences de plus en plus nombreuses, de la communauté française. La région de Bruxelles-Capitale, elle n'a que les compétences régionales, mais c'est déjà pas mal, et auquel il faut même un peu ajouter les compétences de ce qu'on appelle l'agglomération bruxelloise, qui est un
une espèce de machin qui a été créé dans les années 70, qui n'a jamais tout à fait disparu, même s'il n'a plus d'organes aujourd'hui. Il y a enfin la COCOM et la COCOF, qui n'ont pas les mêmes compétences l'une et l'autre. Ça, ce serait un peu trop simple, faut pas déconner. Donc, des compétences communautaires assez importantes, notamment pour la COCOM, depuis qu'elle a reçu les prestations familiales, les allocations familiales, etc. Pour la COCOF, c'est plus limité. Eh bien, il me reste à peu près à vous souhaiter un bon appétit avec cette fameuse lasagne institutionnelle belge. Je trouve qu'avec un plat de frites, je ne sais plus où on a été chercher cette photo, mais elle est particulièrement indigeste. Je pense que vous aurez plus d'éclaircissements ici, en tout cas, je l'espère. Voilà.